Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de me trouver dans cette salle magnifique des séances de l'Institut afin d'évoquer la place, le rôle, la mission que doit poursuivre la littérature face aux transformations numériques, culturelles, politiques que nous connaissons, et surtout ravie d'accueillir 4 personnalités singulières pour en parler. Maëlys Bessery, vous nous avez éblouis avec votre premier roman, Le Tiers-temps, paru l'année dernière chez Gallimard, et qui vous a d'ailleurs valu le prix Goncourt du premier roman, qui ravivait la superbe et la fin de Samuel Beckett. Et on a hâte de découvrir votre prochain livre qui paraît, si je ne me trompe pas, en janvier. Jean-Christophe Rufin, vous êtes évidemment académicien, mais aussi médecin engagé, dont l'œuvre ravive des moments romanesques de notre histoire et nous entraîne à travers vos nombreux voyages sur les chemins de Compostelle et plus récemment en haute montagne, car votre dernier livre, il me semble, nous hisse au sommet des Alpes. Françoise Nyssen, qu'on ne présente plus, mais je vais tout de même m'y risquer. Vous dirigez la magnifique maison Actes Sud, fondée par votre père. Vous avez défendu la culture et ceux qui la font en tant que ministre de 2017 à 2018. Et vous êtes avant tout l'éditrice engagée de Richard Powers, Salman Rushdie, Mathias Sénard, finalement en première ligne de tous les combats qui comptent en littérature. Et enfin, Yann Sordet, vous êtes, avec Jean-Christophe Rufin, en quelque sorte notre hôte, car vous dirigez la magnifique bibliothèque Mazarine de l'Institut, qui est pour moi un des plus beaux lieux de Paris, que vous avez rendu vivante, moderne, où se côtoient les étudiants et les manuscrits les plus précieux de notre patrimoine littéraire. Alors, honneur aux femmes. Françoise Nyssen, vous défendez les livres depuis de nombreuses années. Est-ce qu'à votre avis, le livre est en danger aujourd'hui ? Ça marche comme ça ? Voilà. Non. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le livre il est nécessaire et on va tout faire pour qu'il continue à exister sous toutes ses formes, parce que ce qui est important, c'est ce qui est dit, c'est le texte. Donc, il y a peut-être des évolutions, mais ça, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. Pour qu'il existe aussi dans sa, je dirais presque biodiversité, sa multiplicité, sa liberté, il faut aussi qu'il puisse s'exprimer dans tous ces aspects. Et donc, il y a, oui, aujourd'hui, il y a des dangers qui guettent, il y a des possibilités de prédation. Je pense notamment, effectivement, à la mainmise des GAFA, pour ne pas dire autrement, avec leur volonté d'hégémonie, de détruire tout le tissu que constitue l'écosystème du livre. Ça, c'est une réalité. Hein, quand la devise d'un de ces grands groupes en développant les ventes telles qu'elle le fait, c'est d'aller au plus vite, au plus près et au moins cher. Alors heureusement, grâce à la régulation et à Jack Lang, le livre ne risque pas d'être atteint par cela parce qu'il se vend au même prix partout et donc permet cette diversité. Mais au plus près, ça veut dire forcément ne pas tenir compte de tous les libraires qui sont par excellence ceux qui permettent l'accès aux livres. Et au plus vite, je n'ai pas encore compris pourquoi c'était nécessaire alors que l'accès existe grâce aux bibliothèques, grâce aux livres qu'on peut acheter sur support numérique, etc. Donc, je ne comprends pas comment on peut adhérer à un tel système qui est complètement préjudiciable et qui détruit cet écosystème. Donc ça, c'est un des grands dangers. L'autre danger, effectivement, c'est quand dans ce pays magnifique, le défenseur de la littérature, des droits d'auteur et de tout ce que vous voulez, eh bien, l'idée de se rassembler dans des grands groupes devient une espèce de logique inéluctable et qui met donc en danger cet équilibre. Eh bien oui, moi, ça me pose des questions et ça m'inquiète. Et je pense qu'il faut qu'on se batte pour l'expression multiple de notre métier, qui est d'accompagner les écrits, les talents, les mots. Et donc, il faut toujours être dans une vigilance extrême. Oui, et on constate malgré tout que le livre, dans sa forme papier, perdure, résiste à toutes ces transformations numériques et la pression de publication qui est de plus en plus grande. Et de la même façon qu'il faut préserver les livres, il faut aussi préserver les lieux où la culture vit, et notamment les médiathèques, les librairies, les bibliothèques. Yann Sordet, vous avez vécu
pendant les confinements successifs, la fermeture de la bibliothèque Mazarine. Comment ça vous a impacté et pourquoi il était si important de rouvrir ces lieux ? Oui, alors effectivement, ça a été pour nous un événement assez inédit, étant donné la tradition d'ouverture qui est celle de la bibliothèque Mazarine, une ouverture qui date du XVIIe siècle, qui a été voulue par le fondateur de la Mazarine, qui a été voulue par les bibliothécaires qui ont travaillé pour lui. Et donc, je le rappelle, c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Alors, gardons quand même à l'esprit que nous avons connu 3 périodes de confinement. Mais les bibliothèques universitaires, les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche, les bibliothèques qui accueillent, qui contribuent à la formation, à l'ouverture des étudiants, n'ont été précisément fermées que pendant le premier confinement. Avant même que les librairies ne soient identifiées comme des commerces essentiels, hein, dans le cadre du 3e confinement, eh bien, dès la fin de la première période de confinement, c'est-à-dire dès le mois de mai 2020, la réouverture progressive des bibliothèques universitaires a été programmée et la bibliothèque Mazarine est réouverte sans discontinuité depuis 2020. Et on a vu quel service nous étions à même de rendre en tant qu'établissement d'accueil de lecteurs en chair et en os. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les bibliothèques développent aussi des offres numériques, des services à distance, de la fourniture à distance de documents, mais la bibliothèque comme lieu, la bibliothèque comme espace de rencontre et de travail, c'est une réalité extrêmement forte que nous avons constatée en voyant revenir les lecteurs et en voyant ces lecteurs revenir non seulement pour des services documentaires, mais aussi pour profiter de tout ce dont le livre est prétexte. Parce que n'oublions pas que les bibliothèques sont aussi des lieux de médiation, des lieux de conférences, de séminaires, des lieux aussi où nous apprenons à faire du théâtre, nous apprenons à faire jouer des pièces de théâtre dont nous conservons les manuscrits. Donc oui, nous sommes ouverts, nous sommes réouverts et nous avons passé sans encombre, si je puis dire, les 2e et 3e confinements. L'importance de garder ces lieux ouverts, j'imagine que c'est une conviction que vous partagez tous. Enfin, je voudrais rajouter effectivement d'abord pour dire que c'est pas le numérique en soi qui est un danger, c'est le mode d'acheminement et c'est le mode d'exploitation. Hein. C'était cela que je visais en première. Et en France, c'est vrai que le numérique n'a pas encore pris une place énorme. Ce qui importe, c'est le texte et de pouvoir et cette liberté d'expression et cette multiplicité d'expression. Mais je voulais effectivement dire que d'avoir imaginé à un moment donné de qualifier les librairies de commerce non essentielles. Dans ce pays, c'est en période un petit peu d'obscurantisme, puisque le 2e confinement a eu lieu après encore un attentat, on se dit qu'il était au contraire urgent de rallumer la lumière des lieux de partage du sens et d'imaginer qu'en période de confinement, on ferme les lieux de partage du sens, ça veut dire, mais alors quel est le sens de tout cela ? Et c'est le sens de notre débat aussi, de l'importance des mots, de la littérature, dans toutes les acceptations du terme. Oui, et Jean-Christophe Rufin, Maëlys Bessery, pour vous, en tant qu'écrivain aussi, c'était important, essentiel justement, que ces lieux rouvrent. Oui, d'abord, juste un mot pour vous dire à quel point je suis heureux de voir ces salles que je fréquente toutes les semaines quand je suis en France, vivre avec votre présence et toute cette vie et toute cette actualité aussi, hein, parce qu'on se fait souvent une idée un peu poussiéreuse de ces académies, mais elles sont pas du tout... elles sont ancrées dans le passé, mais elles parlent aussi du présent et du futur, et ça en est un très bon exemple. Donc on est très très heureux de voir se transformer ces salles pour la durée de ces débats. Moi, je n'étais pas tellement... bien sûr, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste, par rapport à ce qu'a dit Françoise, rebondir sur un paradoxe, en fait, qui est un peu celui des démocraties. C'est-à-dire que pour avoir fréquenté un peu différents pays du monde, et notamment des régimes différents, des régimes politiques différents, il y a un véritable paradoxe. C'est-à-dire que plus... Et attention, vous ne méprenez pas sur ce que je vais dire. Hein, je ne prêche pas le totalitarisme. Mais plus on était dans des pays totalitaires où le livre était rare, plus il y avait un appétit naturel, si vous voulez. Moi, j'ai un souvenir comme ça en Albanie, juste après la chute d'Enver Hoxha.
Il y avait un écrivain albanais que j'avais rencontré là-bas qui me racontait que sous cette période de dictature épouvantable, il arrivait qu'on trouve un livre, qu'on lui prête le soir, et il avait toute la nuit pour le recopier, parfois même dans une langue qu'il ne connaissait pas. Et il l'a recopié en se disant que peut-être un jour il allait trouver un dictionnaire qui lui permettrait de comprendre ce qu'il avait copié. Tellement le livre était rare. Et c'est vrai que dans cette rareté du livre, on faisait d'une certaine façon le prix. Ce n'était pas un prix économique, mais c'était un prix moral et intellectuel extraordinaire. Et on est dans une situation très différente, nous, qui est plutôt, la pléthore. C'est-à-dire que le livre aujourd'hui est un peu dévalorisé par sa masse, si je puis dire. Hein. C'est toutes ces centaines de romans qui paraissent, et je le dis en prenant ma part de culpabilité, puisque j'en fais partie, mais chaque rentrée littéraire, que ce soit celle d'octobre, celle de janvier, etc., sont des centaines de livres. Et quand on fait partie de jury, j'ai une gardienne qui a un limbago, la pauvre, à force de me monter les bouquins qu'on reçoit, je veux dire, il y a une sorte de pléthore, comme si le livre pouvait un jour être noyé dans sa graisse, d'une certaine manière. Et donc, on doit gérer un peu ce paradoxe qui n'est pas si anodin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit évidemment pas de revenir vers la dictature ou le totalitarisme pour redonner du prix au livre. Mais il s'agit de lui garder symboliquement un prix, une valeur, et je pense que ça c'est une question d'éducation, bien entendu, malgré son abondance. Et cette question de s'y retrouver dans cette production, notamment pour des très jeunes, c'est pas évident. Moi j'ai entendu des adolescents me dire, quand j'entre dans une librairie, il y a tellement de choses, du coup je vais chercher Stephen King ou je sais pas quoi, enfin ce qu'ils ont vu à la télé. Et ça correspond d'ailleurs assez bien, et ça Françoise le dirait mieux que moi, mais à l'évolution un petit peu de ce marché, où aujourd'hui on a les best-sellers qui sont tout en haut et qui occupent un peu le haut du pavé en termes de marché. Et puis des livres qui se vendent très peu, mais finalement des livres moyens dans leur exploitation sont plus rares, parce que c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire on est dans les radars, notamment à la télévision, où on ne l'est pas, et à ce moment-là, le livre disparaît. Françoise, vous vouliez réagir ? Oui, effectivement, il y a ça. Hein. C'est comme on cite souvent l'exemple de la plage sur laquelle il y avait plein de coquillages. À nous de choisir les coquillages. Et c'est le rôle aussi du libraire. Et c'est pour ça que le libraire est tellement essentiel. Mais ce que vous pointez là, c'est l'éveil au sensible. C'est-à-dire que si dès le plus jeune âge, au lieu de les mettre devant des écrans, il y avait la possibilité de partager la lecture et de s'éveiller, pas uniquement au niveau du livre, à travers le texte dit, le théâtre, même la musique, etc. Il y aurait certainement une autre approche des choses. Et puis, on ne peut pas. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est tout ce sur quoi je me suis battue pendant 1 an et demi, hein, l'éveil au sensible, parce que c'est vital pour faire des citoyens, justement, qui vont défendre cette démocratie en responsabilité et en confiance. Il faut qu'ils soient éveillés au sensible. Ce n'est pas uniquement avec des maths, avec du français, avec l'histoire géo. Donc ça, il faut revoir notre système éducatif, je dirais, à la base. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le faire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire comme deuxième. Je suis tellement préoccupée par cette question-là qu'il faut... Et puis alors oui, si l'autre question, c'est... il ne faut pas oublier le pouvoir magique des livres qu'on partage tous ici, mais vous l'avez cité en initiale. Je sais que le fait d'avoir publié des livres que personne... Le propos d'un éditeur, c'est vraiment de proposer des livres que personne n'attend. Et personne n'attendait peut-être les livres de Ahmet Altan ou de Salman Rushdie ou de Hala Al-Aswani ou de Kamel Daoud. Mais ce qui est certain, c'est que si Hala Al-Aswani est en vie aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a écrit des livres. Et donc, on ne peut pas, a priori, dire « attention, il faut arrêter ». Par contre, que cette question du choix soit au cœur de la chose et pas uniquement de l'économie, et donc dans des grands groupes financiers. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas financiariser ce métier. Et donc, de toujours être attentif au sens et de mettre le sens en premier. Ça me pose une autre question, c'est celle de sur quoi on écrit. Par rapport à ce que disait Françoise Nyssen, c'est la question effectivement de la place de l'écrivain. Elle dépend aussi de son sujet d'observation, de son poste d'observation. D'ailleurs, plus qu'un sujet, c'est vrai qu'il y a une tendance à interroger beaucoup les livres sur le sujet qu'ils traitent, plus que sur la forme esthétique, sur le geste d'écriture en soi, sur le regard qu'ils portent, à chercher toujours le lien avec le réel, la réalité, savoir si l'écrivain est simplement le témoin de son temps, de l'ère du temps, ce qu'il est forcément d'une certaine manière. Il y a bien une fonction documentaire
de l'écrivain, mais il n'y a pas que ça. Et finalement, les formes esthétiques, les procédés narratifs, les voix qui émergent dans l'écriture, c'est peut-être des sujets qui ont été moins au centre des interrogations des médias en général, en tout cas de la presse culturelle. On pitch beaucoup l'histoire du livre, son lien avec le réel. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est de l'autofiction? Comme si ça donnait un élément supplémentaire, une force supplémentaire, une légitimité supplémentaire, alors même que autofiction ou pas, à partir du moment où il y a un geste d'écriture, on n'est plus tellement dans la réalité et au fond, c'est pas tellement le propos. Donc c'est vrai que cette question de la transformation, moi, elle m'interroge beaucoup sur la manière de le faire et qu'est-ce qu'on attend finalement de l'écrivain. Est-ce que la fiction est toujours possible, en tout cas, est-ce qu'elle peut toujours être revendiquée sans être ancrée dans une forme d'actualité ou de véracité qui, au fond, n'existe pas vraiment, parce qu'on sait très bien, quand on écrit, à quel point la fiction et le réel ont des frontières poreuses. Jean-Christophe? Tout à fait d'accord. Il faut que tu me regardes tout ça. Oui, oui. Mais, non, mais moi, je voulais rappeler aussi une chose tout à fait dans ton sens, mais c'est et ça, c'est un peu le privilège de l'âge. C'est que les lieux ou les moyens de transmettre des histoires se sont énormément diversifiés. Moi, quand j'étais enfant, il y avait une télé, c'était grand comme ça, c'était un truc qui crachotait des lignes blanches sur un fond vert. Bon, c'était dans une petite ville où il n'y avait pas tellement de cinéma, en tout cas moi j'y allais pas. Donc il y avait le livre. Et donc l'imaginaire, c'était l'écrit, c'est-à-dire que ça passait par le roman, éventuellement par des livres plus documentaires, mais c'était le livre qui était la seule fenêtre sur le monde. Aujourd'hui, il y a une concurrence considérable et avec une tendance évidemment à la spécialisation. Par exemple, l'histoire, en termes je parle de fiction, mais justement, est un peu récupérée aujourd'hui, pour ne pas dire préemptée, par les séries télévisées, par exemple, qui, quand on veut se faire raconter une histoire, on regarde une série télévisée. Le livre n'a plus le monopole de ça. Et moi, je me souviens de François Nourricier, quand il était président de l'Académie Goncourt, qui disait... on lui avait posé la question une fois, est-ce que vous pensez que les romans sont menacés, la fiction est menacée? Il disait non, parce qu'on aura toujours besoin d'histoire. Oui, ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y a d'autres endroits pour les raconter aujourd'hui. Et donc, effectivement, cette question de savoir, cette question du contenu est vraiment essentielle. Mais je ne veux pas être le seul à en parler. Yann Sordet? Oui, la question de la télévision et de la concurrence médiatique évoquée par Jean-Christophe Rufin est assez intéressante. Alors moi, j'ai à l'esprit un outil qui est très précieux pour nous, les historiens du livre et des pratiques culturelles. C'est l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, donc diligentée par le ministère de la Culture. On en est à la 6e enquête, que la dernière a été publiée en 2019. La première l'était en 1973. C'est des enquêtes très très larges sur des panels de questions assez diversifiés. Et lorsqu'on regarde rétrospectivement le fruit et les analyses publiées au terme des enquêtes des années 70-80, on constate cette inquiétude sur le rôle croissant de la télévision. On sait que la télévision est un écho de l'activité éditoriale, on sait la qualité des émissions littéraires françaises, mais il y a ce risque permanent, très très fort, qu'exerce la concurrence de la télévision. Aujourd'hui, cette concurrence de la télévision s'est totalement diluée face au livre. La télévision n'exerce plus cette concurrence-là, et d'une certaine manière, les médias alternatifs ou les outils de support et la machinerie de divertissement alternative est finalement presque plus rassurante par rapport aux analystes inquiets des années 70-80, parce que ce sont des outils qui manipulent davantage le texte, qui sont davantage des outils qui reposent sur la textualité. Alors cela dit, le risque aujourd'hui dans le monde, et Françoise l'a évoqué tout à l'heure, le risque est aussi lié sur l'avenir du livre, est aussi lié à la position très particulière de l'écosystème éditorial. On a cité les GAFAM, mais il y a un certain nombre de chiffres qu'il faut garder à l'esprit. N'importe lequel des GAFAM a un chiffre d'affaires annuel qui est 10 fois supérieur à la totalité du top 10 des maisons éditoriales
au plan mondial, un premier élément. Et le monde de l'édition est aussi un monde qui est extrêmement resserré sur le plan à constituer des oligopoles. Hein. Et c'est une situation à laquelle l'actualité en France est parfaitement sensible en ce moment. Vous savez que les deux figures de tête de l'écosystème éditorial français, Hachette et Editis, voilà, sont en phase de rapprochement. Alors, heureusement, bien évidemment, il existe Albin Michel, Actes Sud, etc., des maisons indépendantes. Oui, effectivement, j'allais préciser, peut-être que tout le monde n'est pas informé de cela, effectivement, le groupe Bolloré, qui a racheté Editis il n'y a pas tellement longtemps, a fait je ne sais pas comment est-ce qu'on a dit, une opération, je dirais, pour acheter Hachette, donc ça représentera plus de 60% du chiffre de l'édition. Et surtout, ce qui est typiquement dans ce qu'on disait et qui correspond à ce que vous pointiez, c'est un groupe vertical, c'est-à-dire que c'est la télévision, c'est la presse, c'est le cinéma, c'est Canal, c'est JDD, et avec toutes les possibilités d'ingérence. Et c'est aussi un phénomène qu'on voit apparaître, qui est cette fameuse auto-édition, dont on pourrait imaginer que c'est intéressant, mais le problème, c'est que l'auto-édition, elle n'est possible que pour ceux qui ont déjà un succès, parce qu'ils ont moins besoin des libraires, etc. Or, nous, ce qu'on défend, c'est cet écosystème, mais cet écosystème, c'est un modèle de société aussi. Je veux dire, c'est une façon de vivre ensemble. Or, si on n'a pas compris à travers ce qui s'est passé, malheureusement, je pense que tout le monde ne l'a pas encore compris, que si on a connu ces périodes dramatiques et tous ces épisodes politiques que nous connaissons, c'est parce que nous n'arrivons pas à coopérer ensemble. Il faut écouter notre plus jeune penseur, qui est Edgar Morin, comment il appelle à cette nécessité de la fraternité et de la coopération, et basée sur les constatations des scientifiques. On a publié un très, très, très joli livre de Marc-André Sellos, qui est un professeur de sciences naturelles au Jardin des Plantes, et qui montre la coopération dans la nature. Et nous ne sommes pas capables, alors que nous ne sommes que vivants parmi les vivants, comme disent maintenant les éco-philosophes. Donc c'est vraiment important de s'adapter à ça et de ne pas être dans ce modèle de la puissance financière et du contrôle de tout, parce que ça, c'est vraiment c'est la pensée unique, et c'est forcément la perte de vie au sens propre du terme. Et Jean-Christophe Rufin, Mélisse Bessery, est-ce que vous, dans ce contexte, vous sentez une remise en cause parfois de la liberté d'écrire, de créer, ou pas du tout? Si, enfin, oui, on va y venir, je dirais, sur le contenu, mais sur la question des médias, simplement des médias. C'est vrai que, pour rebondir ce que vous disiez par rapport à la télévision, ce qu'on appelait autrefois la télévision, c'était un truc un peu archaïque, avec 1, 2, 3 chaînes, etc. Aujourd'hui, ça va bien au-delà, c'est-à-dire que c'est les écrans, avec un continuum vers les jeux vidéo, vers les séries, etc. Donc il y a une offre de fiction notamment qui est énorme. Et face à ça, en effet, le livre demande un effort, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un effort de lire un livre. C'est un plaisir, bien sûr, mais c'est aussi un effort. Enfin, ça commence par ça, alors que la télévision, c'est très très passif. Et en effet, ce qui est préoccupant dans ces groupes qui sont en train de se constituer, comme disait François, c'est leur caractère vertical, c'est-à-dire le fait que, ils le disent d'ailleurs, hein, quand ils cherchent à acquérir un auteur, un texte, etc., c'est pour le décliner ensuite sous forme audiovisuelle, sous forme, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière, en fait, très très différente d'aborder la création. Parce que derrière tout ça, il y a quand même, il faut se poser aussi la question de la réversibilité, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder une télévision, tout le monde peut lire un livre, mais tout le monde ne peut pas produire une série télévisée, alors que tout le monde peut écrire un livre. Je ne dis pas qu'il fera forcément un succès, qu'il sera forcément lu, mais moi, j'ai toujours à l'esprit ce roman de Hans Fallada, vous savez, qui est Seul dans Berlin. Il raconte l'ambiance d'un immeuble de Berlin dans les années 30. Bon, ce sont des Berlinois, ce sont des Allemands qui parlent, ils sont dans un immeuble, ils ne sont pas l'objet d'une persécution particulière, mais tout d'un coup, petit à petit, dans le livre, on voit monter la dictature, l'intolérance, la surveillance, la liberté se restreint. Et le protagoniste, qui est un homme très simple,
un jour, il a conscience de ça, il a conscience du régime dans lequel il est, donc ce régime hitlérien, ce que c'est, et il est dans sa cuisine avec sa femme, et n'ose pas lui parler, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être entendus, écoutés par les voisins, etc. Alors il prend un bout de papier, et il écrit « Hitler nous ment ». Et il lui tend ce papier. Et ça va être le début d'une forme de résistance, parce qu'ils vont écrire tous ces petits papiers comme ça, ils vont les mettre partout dans la ville. Et au fond, l'écrit, c'est-à-dire la possibilité soi-même de participer à l'acte d'écriture, finalement, c'est quelque chose qui est finalement ce qui vous reste quand on n'a plus rien. Et dans la situation aujourd'hui de cette inondation, en particulier pour les plus jeunes, des écrans, il faut leur rappeler que c'est un média très lourd auquel ils n'ont pas accès dans l'autre sens, c'est-à-dire dans lequel leur production n'est pas libre, alors que l'écrit est un acte de liberté pour tous, et même quand on n'a plus rien. Sur cette question, ça me fait penser, cette question du système, de son influence sur l'écriture, ça me pose la question inverse aussi, c'est-à-dire je me disais finalement, par rapport à ce que vous disiez aussi Françoise Nyssen, sur la question du modèle économique et du sort que l'on réserve aux livres, je me demandais quelles sont les influences de ce système économique sur l'écriture elle-même, sur l'attraction du métier d'écrivain. Est-ce que finalement tous ces gens amenés à raconter des histoires, à faire de la fiction, intéressés par la dramaturgie, par les procédés narratifs, est-ce qu'ils ne sont pas happés aussi par ce monde des séries, par l'écriture de scénarii, par des choses qui sont finalement plus bercées par l'air du temps, qui sont plus valorisées aussi, qui sont économiquement plus viables aussi, qui amènent à des statuts peut-être plus faciles? Quelle est la place aussi qu'on réserve à l'écrivain dans la parole publique, les colonnes dans les journaux, sa prise de parole dans les médias en temps de crise? Finalement, cette question-là, elle pose la question inverse. Est-ce que l'idée même de créer, elle ne s'inscrit pas directement dans ce modèle-là, économique aussi? Je crois sur la liberté, l'acte d'écriture comme liberté. Françoise, vous vouliez lire peut-être les mots de Ahmet Altan que vous avez publiés en septembre et qui, enfin vous le direz mieux que moi, oui. Sa situation. Si vous m'autorisez, ça va prendre 2 minutes. Je voudrais vous lire un texte donc, de Ahmet Altan, qui est un écrivain que nous publions depuis de nombreuses années et qui a été emprisonné de façon tout à fait arbitraire. Et voilà ce qu'il écrivait dans un recueil de textes qui s'appelait « Je ne reverrai plus le monde ». Après, je dirais où il en est aujourd'hui. Je sais que tant que ces gens ne vivront que dans ma tête, je serai schizophrène, et quand devenus phrases, ils peupleront les pages d'un livre, je serai écrivain. Et je me divertis beaucoup à balancer toujours entre la schizophrénie et la littérature. Disparaissant avec mes compagnons dans un nuage de poussière, je m'évade hors de la prison. Me jeter en prison était dans vos cordes, mais aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m'y retenir. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Enfermez-moi où vous voulez, je parcours encore le monde avec les ailes de l'imagination. Et bien que je n'en connaissais pas le quart, j'ai des amis aux 4 coins du monde qui m'aident dans mon voyage. Chaque œil qui lit les phrases que j'écris, chaque voix qui répète mon nom est comme un petit nuage qui me prend par la main et m'emporte dans le ciel pour survoler les plaines, les sources et les forêts, les rues, les fleuves et les mers. Et je m'invite sans un bruit dans les maisons, les chambres, les salons. Je parcours le monde depuis une cellule de prison. Ainsi qu'aisément, vous l'aurez deviné, j'ai pour moi le divin orgueil des écrivains qu'ils confessent rarement et pourtant se transmettent depuis des millénaires, d'une génération à l'autre. Et j'ai pour moi aussi cette confiance que la littérature, telle une coquille avec sa perle, m'a accordé de faire grandir en son sein. Et j'ai pour moi encore cette cuirasse faite de tous mes livres qui me protège et me rend invincible. J'écris cela dans une cellule de prison, mais je ne suis pas en prison. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Vous ne pouvez me jeter en prison, vous ne m'enfermerez jamais, car comme tous les écrivains, j'ai un pouvoir magique. Je passe sans encombre les murailles. Voilà. Mais merci. Magnifique. Merci pour Ahmet, qui depuis a pu sortir de prison, mais avant de sortir de prison,
a écrit le plus beau roman d'amour, comme dit Flavie Clément Lamayade, qui a été honoré du prix Féminin étranger, mais il n'a pas pu venir chercher son prix parce qu'il est de nouveau embarqué dans un procès arbitraire. Et après sa première mise en liberté, il a été emprisonné, puis il a pu de nouveau ressortir, donc il a une situation complètement kafkaïenne et abracadabrante, mais pour autant, il n'est pas en prison, quoi qu'il en soit, il est écrivain. Et puisqu'on évoque cette saison des prix qui vient de s'achever, je voulais pouvoir avoir vos impressions sur le dernier prix Goncourt qui récompense un auteur extraordinaire de 31 ans. Et je me demandais, parce qu'on a 2 lauréats du concours, qu'est-ce que ça change pour un écrivain et qu'est-ce que ça change aussi pour une maison de l'obtenir? Est-ce que les prix soutiennent encore aujourd'hui les auteurs? Malice Besseret peut-être? Je ne suis pas très représentative. Bien sûr que les prix sont importants parce qu'ils sont d'abord une possibilité d'émerger parmi la masse de ce qui est publié. Jean-Christophe Ruffin parlait des centaines. C'est effectivement autour de 600 livres qui sortent à la rentrée de septembre. Un peu moins, je n'ai pas les chiffres en janvier. Peut-être vous les avez, Françoise Nyssen, mais c'est encore une deuxième énorme rentrée que celle de janvier-février. Donc la possibilité ne serait-ce que d'être remarqué, bien lu et de pouvoir émerger quand on n'a pas nécessairement un sujet d'actualité qui a fait fiction. Donc évidemment que c'est énorme. Après, c'est aussi des sources de revenus économiques pour les maisons d'édition. Cela dépend bien sûr des prix, mais quand on parlait des questions économiques tout à l'heure, c'est l'hypercapitalisme en fait, le milieu d'édition. C'est-à-dire il y a une grande concentration. Jean-Christophe Ruffin le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des best-sellers qui finalement sont presque plus vendus. Entre les deux, qu'il est peut-être difficile d'émerger. Il y a aussi une littérature qui est très vaste et très diverse. Donc, certains prix peut-être moins prestigieux sont très, très vendeurs. Donc, il existe un peu de tout. Le prix, c'est un moyen de se faire connaître et d'émerger et peut-être d'avoir une forme de presse et de pouvoir intéresser à des histoires qui, peut-être toutes seules, auraient eu plus de mal à faire leur chemin. Voilà. Jean-Christophe Ruffin. Oui, moi, je défends toujours beaucoup les prix parce que c'est vrai, c'est toujours facile. On entend moins ça, mais à un moment donné, c'était même... on disait jury Goncourt, c'est une bande de vieux qui lisent rien, c'est très facile d'insulter un jury, surtout un jury professionnel, parce que la mode, c'est les jurys de lecteurs qui sont effectivement très bien et très très vivants, mais les jurys d'écrivains ne sont pas à négliger du tout, et c'est un peu une particularité française quand même, parce que ça n'existe pas. Françoise contredise, mais dans d'autres pays à l'égal de la France, d'avoir comme ça une série de prix aussi puissants qui sont capables de faire émerger vraiment d'une façon extrêmement significative des auteurs, même des auteurs débutants, comme c'est le cas de Mohamed Bougarsar cette année, mais bien d'autres. Donc moi je trouve qu'il faut saluer ce réseau de prix et ne pas oublier aussi quand même, parce que on n'a pas mentionné ça, mais on a parlé des best-sellers. Bon, mais souvent, ces best-sellers sont quand même des produits d'importation. C'est-à-dire, c'est souvent des best-sellers formatés aux États-Unis ou ailleurs. Mais enfin, surtout dans l'univers anglo-saxon, et qui, c'est vrai en France, c'est vrai encore plus quand vous allez en Italie, etc. Les best-sellers, c'est que des romans, c'est des blockbusters américains, voilà. Et les prix, on le mérite. Les grands prix littéraires ont le mérite de faire émerger quand même une littérature française et francophone. Parce que française au sens vraiment large, au sens de la langue française, mais avec des auteurs qui viennent de tout l'espace francophone, et de leur permettre, avec cette fusée qu'on leur met derrière eux, finalement, de rejoindre et de figurer parmi ces best-sellers internationaux. Ce qui ne serait pas le cas sinon, je veux dire, on ne les verrait pas. Et je pense que c'est vraiment un outil de promotion aussi de la créativité dans un pays que d'avoir ce système. Et c'est très rare, parce que le Booker Prize, tout ça, c'est un système différent. En Espagne, c'est des éditeurs qui donnent les prix. Donc vous avez
le prix Actes Sud, quoi. C'est un peu, voilà, ça n'a pas vraiment le sens. Alors que chez nous, quand même, ces jurys font un gros travail. On a ici un prix qui est le Grand Prix du roman de l'Académie française. Je le dis parce que faut rendre hommage à la maison puisqu'on y est. Mais on fait un très gros travail. Je dis, on fait un travail de commission, comme on le fait d'ailleurs pour l'ensemble des prix qui sont donnés dans cette institution. On remet près de 70 prix par an, et on est très très attentif à ce qui paraît, à la qualité de l'expression bien sûr, mais aussi bien sûr du contenu. Et ces jurys font un travail très sérieux. Donc moi je les défends et j'espère en effet qu'ils perdureront. Moi, j'aimerais ajouter que si effectivement le dispositif du prix fait la particularité, l'identité de l'histoire littéraire française, la critique du prix littéraire, elle fait aussi partie du paysage, hein, songeant à la force d'un texte, d'un pamphlet comme celui de Julien Gracq, La littérature à l'estomac. Rappelons aussi ce mot valise qui a été forgé dans les années 80, Galli-Grasseuil. Hein. Les récipiendaires des grands prix littéraires français appartiennent à cette famille triangulaire qui est Galli-Grasseuil. Et ça a l'air d'être assez dépassé maintenant. Heureusement d'ailleurs, parce que par exemple, le Goncourt de cette année, c'est effectivement une maison d'édition formidable qui s'appelle les éditions Philippe Ray, qui est une maison indépendante comme Actes Sud. C'est pas parce qu'Actes Sud a un peu pris d'ampleur qu'elle n'est pas indépendante. Pour nous, l'indépendance, c'est un fer de lance, parce que l'indépendance, elle doit être à tous les niveaux. On défend l'indépendance, bien sûr, capitalistique, parce que là, c'est très important, et c'est pour ça qu'on est très soucieux de ce qui est en train d'arriver avec ce groupe vertical, enfin, qui va monopoliser et qui va être dans cette logique très financiarisée de ce texte qui va devenir à la fois une série, un film, que la presse va en parler. Donc là vraiment, je pense qu'on doit sortir toutes nos antennes pour se dire et se réjouir, je dirais, de la diversité du panorama de l'édition aujourd'hui, parce que moi je me souviens, puisqu'on a commencé il y a 43 ans, il n'y avait que quelques maisons d'édition à Paris et pas beaucoup de maisons d'édition qui s'adressaient à la littérature du monde, qui étaient diverses et variées. Et maintenant, il y a plus de 600 éditeurs de très petite taille ou moyenne taille, et où se fait véritablement une création extraordinaire. Et les prix commencent à le saluer. Et d'ailleurs, le prix de cette année, je viens de le terminer, et c'est un formidable livre sur la littérature et qu'est-ce que c'est d'être écrivain. À lire absolument. Mais pour dire l'indépendance capitalistique, certes, hein, donc pour toutes ces raisons, mais aussi l'indépendance économique, hein, dont on parlait. L'économie doit être mise au service du livre, une fois que celui-ci est choisi, et pas l'inverse, sinon ça dévoie ce métier. Puis l'indépendance, et vous l'évoquiez, par rapport au temps, dans sa double acceptation, le temps qui passe. Si un texte n'est pas prêt, il ne faut pas que les impératifs d'urgence éditoriale le prennent sur l'urgence, l'essentiel, comme dirait Edgar Morin, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Il faut toujours se reporter au texte et de décider de publier le texte quand il est prêt. Et aussi, par rapport au temps, dans le sens, la tendance, ce qui se fait. Et mon père avait répété toujours cette parole que j'aime bien, simple, qui est « être dans le vent, vocation de feuille morte ». Et le dernier pilier de l'indépendance, comme ça il y en a 5, sous forme de galéjade, mais je pense que c'est important. Réjouissons-nous un petit peu justement de ce panorama éditorial et de cette créativité. Il est quand même assez important dans un contexte comme celui que nous vivons d'être indépendant de la morosité ambiante. Vous savez bien que la lucidité du pessimisme nous oblige à l'optimisme de la détermination. Et nous avons besoin des récits. Ne négligeons pas cela. On peut espérer faire face aux grands défis qui nous sont fixés aussi, avec les questions de perte de la biodiversité, du réchauffement climatique, les grands défis démocratiques. Nous avons besoin de ces récits qui nous permettent de connaître l'autre, d'appréhender et d'imaginer un autre possible. Ça, c'est vrai, c'est peut-être la petite touche d'optimisme par rapport à ça. Je reprends ce que disait Jean-Christophe Rufin et Françoise Nyssen. En tout cas, moi, ça a été mon expérience de constater que face au discours un peu cynique sur les prix et la critique littéraire, d'avoir eu, au fond, l'impression d'être très bien lu, avec beaucoup d'attention, beaucoup de commentaires très précis, de questionnements et de critiques positives ou négatives extrêmement avisées, à la fois de la part de la presse et des jurés. Et ça, c'est peut-être justement pas le discours ambiant que de le dire. Avant de passer la parole aux étudiants, parce que le temps file, je voulais conclure par une petite touche d'avenir et vous demander à chacun qu'est-ce qui vous anime
pour les prochains mois? Par exemple, Maëlys, quel est le sujet de votre prochain livre? Moi, j'ai un deuxième livre qui sort en janvier, le 13 janvier, chez Gallimard, qui est une sorte de deuxième volet d'une trilogie irlandaise qui s'intéresse à la mort du poète William Butler Yeats et au fait que son corps ait disparu. Et c'est au fond un questionnement sur ce que l'on fait des morts et ce que l'on garde des poètes. Formidable, on a hâte. Jean-Christophe Ruffin, votre prochain livre? Je peux revenir en arrière une seconde? Oui, bien sûr. Non, c'est parce que c'est vrai que quand on parle d'économie, je voulais juste signaler, c'est un exemple, mais voilà, de ce qui nous attend de ce point de vue, parce que c'est la question du prix du papier. Mais là, Françoise peut en parler mieux que moi. Mais en ce moment, il y a une vraie crise sur un certain nombre de fournitures, le bois, etc., et le papier. Et très clairement, on se réjouit tous, évidemment, qu'un petit éditeur, Philippe Ray, ait pu avoir le Goncourt. C'est un merveilleux exemple, justement, de l'ouverture de ces jurys, etc. Mais en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont de grosses difficultés pour fournir le livre, tout simplement. Bon, ça va s'arranger, mais c'est quand même un exemple de ce que c'est que le pouvoir économique. C'est un exemple concret, tout bête. C'est-à-dire que vous recevez le Goncourt, vous êtes un petit éditeur, vous n'avez pas de stock de papier en avance, vous ne pouvez pas fournir le livre. C'est-à-dire que, et évidemment, quand vous êtes une grosse puissance financière, que vous avez, je ne sais pas combien de titres, enfin de maisons dans votre escarcelle, etc., forcément, vous abordez ce genre de difficultés avec beaucoup plus de sérénité, parce que vous pouvez faire des réserves, vous pouvez éventuellement supporter une hausse de prix très importante. C'est très concret, c'est très bête. Enfin, je ne sais pas si tu es... Enfin, mais tu as du papier? D'abord, oui, on a du papier. Et même un des éditeurs qui était dans ce qu'on appelle la dernière liste, pour ne pas dire la shortlist, avait appelé notre imprimeur pour... On l'aurait dépanné en papier. Et donc, voilà. Je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on téléphone à Philippe Ray, parce qu'effectivement, on essaye de fonctionner avec une intelligence de l'écosystème. Mais tout ceci, cette pénurie de papier, montre bien la fragilité de tout notre écosystème et pourquoi il est important que les récits racontent cela pour qu'on ne soit plus dépendant de ce genre de choses. Et par exemple, que nous, éditeurs, on n'aille plus fabriquer en Chine, qu'on essaye de ramener un peu toute la chaîne de production en autonomie ici et qu'on essaye de voir comment on fonctionnait. Et effectivement, de ne peut-être pas... Parce que tout le papier part pour des emballages en Chine, hein, clairement, et donc on est en pénurie, avec une hausse annoncée de 20% du prix du papier. Donc ça va poser aussi toute la question de l'acceptation du prix et tout. Donc on est dans une vraie situation, mais qui est due à cette pandémie. Donc ne pas avoir entendu toute cette question de la fragilité de l'écosystème et de continuer à déforester, à artificialiser les sols, à mettre des intrants et à faire de la nourriture de moins bonne qualité pour les populations en manque de bonne qualité d'alimentation, surtout toutes les populations défavorisées. C'est gravissime. Et les livres peuvent raconter ça à travers des récits, à travers des essais. Les mots nous transforment et permettent peut-être de nous transformer autrement qu'avec un discours dominant qu'on a eu pendant des années, alors qu'on était parfaitement conscient depuis les années 1970 de ce qui allait nous attendre. On n'a pas écouté les récits, on n'a pas regardé les images, on a accepté un discours dominant. Donc il est urgent aujourd'hui de laisser filer l'imagination de nos poètes, de nos écrivains et de tous nos artistes. Yann Sordet, je vous laisse le mot de la fin. Oui, enfin, mot de la fin, non. En tout cas, cette actualité critique du papier, elle convoque en moi la position de l'historien. Chaque grande révolution du livre, finalement, est initiée en partie par une tension économique sur le support. Support lié à la raréfaction et à la cherté excessive du papyrus, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, qui va conduire le monde occidental à préférer le parchemin. Tension économique liée à des difficultés d'approvisionnement en parchemin qui va engager l'Europe à adopter la production du papier à partir des 12e et 13e siècles. Je crois que cette tension sur le papier, c'est peut-être aussi un des facteurs qui explique, qui nourrit cette révolution du livre que nous vivons, qui est vraisemblablement la porte ouverte à une pratique hybride mais équilibrée entre le livre diffusé au format numérique et le livre au format papier qui, malgré toutes les annonces les plus aberrantes qui ont été formulées depuis le début du XXIe siècle, qui manifestent une résistance singulière. Alors, il y a un dernier sujet
à évoquer quand même, enfin en tout cas à garder à l'esprit, c'est la nécessité peut-être de penser à une production décarbonée, hein, à considérer aussi que les industries graphiques et le monde du livre doivent tenir compte de cette exigence d'une réduction carbone, parce que le support papier, c'est un élément très carboné d'une certaine manière. Oui, mais les supports numériques aussi. Hein. Il suffit d'aller voir, grâce aux artistes photographes, les lieux de stockage de toutes les données pour se rendre compte que c'est une catastrophe aussi. Donc, mais bien sûr, oui, la filière du livre le pense. Et d'une manière générale, la plupart des éditeurs publient sur des papiers qui sont issus de forêts durables. Enfin, voilà. Et le livre résiste malgré tout, donc on s'en réjouit. Je vais laisser la parole aux étudiants qui ont des questions passionnantes à vous poser. Alors bonjour, merci. Alors donc je m'appelle Ayman, j'ai 17 ans. Alors ma question elle est d'actualité parce que évidemment on fait des livres avec des mots tout d'abord. Et puis on a appris très récemment l'entrée du pronom IEL dans l'édition en ligne. C'est une question d'actualité importante quand même. Dans l'édition en ligne du Robert. Et donc, c'est un véritable outil idéologique pour certains. Pour d'autres, c'est un véritable pas vers la reconnaissance d'une certaine communauté et même d'une lutte contre les discriminations. Alors, quel est votre avis, vous, en tant qu'écrivain, en tant que directeur de maison d'édition, sur cette question-là? Juste une précision, je vous propose que vous posiez toutes les questions et que chacun après... non, parce que sinon, on va peut-être perdre un peu de temps. D'accord, oui. Ça vous va? Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 21 ans. Merci pour vos interventions absolument passionnantes. Ma question, c'est comment faire d'enfants des futurs amoureux de la littérature et vous-même, peut-être à votre échelle, même si votre milieu socioculturel n'est peut-être pas représentatif du reste des Français, comment transmettez-vous aux enfants de votre entourage, qui sont peut-être les vôtres, ce goût de la lecture, ce goût de la littérature? Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans également et merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'avais une question plus personnelle, je voulais simplement vous demander si vous pouviez évoquer, nous présenter un écrit marquant de votre époque étudiante, un écrit marquant, un texte marquant, en tout cas des mots qui vous ont transformé, qui vous ont fait voyager quand vous étiez étudiant. Et j'avais une deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la littérature est en passe de devenir un luxe réservé exclusivement aux gens qui auront été éduqués à cette pratique? Enfin voilà, merci beaucoup. Pour la première question, qui veut répondre en premier? Bon, je me lance. Alors moi, j'ai envie d'apporter une réponse qui est peut-être pas celle que vous attendez, en dehors de la question idéologique, politique ou la question de la tolérance. Je trouve que d'un point de vue littéraire, c'est formidable d'avoir cette question du genre qui puisse devenir une sorte d'exercice de style. Ça m'évoque d'autres questions qui ont été évoquées, alors pour le coup, sur les minorités. Je pense à Toni Morrison et à ce roman Beloved extraordinaire dans lequel elle évite de préciser qui est noir ou pas dans ce roman. La question n'est pas là. C'est un peu la même chose, à mon avis, sur la question du genre. Comment est-ce qu'on peut écrire sans poser la question de l'appartenance de genre? Et comment est-ce que finalement, on peut, par une force de la langue, une prouesse d'un exercice aussi littéraire, s'affranchir de cette difficulté qui, en français, est phénoménale, puisque tout est genré? Comment est-ce qu'on peut réussir à écrire La disparition ou à écrire Beloved, à écrire une sorte de nouvelle littérature qui s'affranchirait de la question du genre? Je trouve que d'un point de vue créatif, c'est une question extrêmement stimulante. Je me pose la question de la fin. Après, c'est vrai que peut-être un certain nombre d'écrits pourraient se passer de cette question-là du genre. À partir du moment où ça devient une question ouverte, une possibilité de s'en emparer, je trouve que c'est finalement assez intéressant dans le geste créatif. On a passé toute la dernière séance dans la salle d'à côté à parler de ça, parce qu'évidemment, on nous demande quelle est la position du dictionnaire de l'Académie française par rapport au Robert. Si vous voulez, ce que je voudrais dire en quelques mots, c'est juste que le Robert est un dictionnaire commercial. C'est un dictionnaire qui se vend et qui, chaque année, fait un peu son miel d'une innovation. Alors l'année d'avant, c'était click and collect, etc. Donc cette année, ils ont trouvé ça. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un vrai problème, vrai sujet. Mais la position d'une institution comme la nôtre est différente. C'est-à-dire que
on est très attentif au fait que la langue est le réceptacle d'un certain nombre de désirs. Et il y a un désir légitime, par exemple, aujourd'hui, pour la féminisation des noms de métiers, c'est une évidence, etc. Donc il y a des choses qui naissent dans la société et auxquelles il faut répondre. Je pense qu'on ne peut pas garder des positions conservatrices comme ça, c'est absurde. En revanche, sur des innovations de grammaire comme ça aussi lourdes, je crois que le rôle d'institutions comme les nôtres, qui représentent au fond le temps, ça fait quand même 4 siècles que ça existe, l'Académie, c'est de protéger justement ce que certains appellent l'écosystème de la langue, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle évolue elle-même et non pas par une imposition extérieure, par décret, si vous voulez. Moi, je me méfie beaucoup, j'ai très très peur, parce que j'ai fréquenté pas mal dans ma vie, mon corps défendant bien entendu, mais des régimes totalitaires, des régimes très durs. Et leur premier soin en général, c'est de travailler sur la langue. Hein. Je veux dire, c'est de transformer la langue de façon orwellienne. C'est certainement tout de suite un chantier de domination. Donc, notre rôle, c'est d'empêcher que la langue évolue de façon imposée, autoritaire. C'est de la protéger contre ça. Si, effectivement, une pratique se répand, si effectivement ça correspond à une pratique, si ça correspond à un désir, si ce nouveau pronom prend racine comme ça dans la vie, ça sera l'usage. Et à ce moment-là, notre rôle sera d'en tenir compte et de le faire figurer dans le dictionnaire. Mais pour le moment, je pense que notre rôle, c'est plutôt de nous tenir un petit peu à l'écart de toutes ces querelles, parce que c'est quand même l'introduction de l'idéologie dans la langue, et malheureusement la langue c'est pas ça, ou heureusement c'est pas ça. La langue c'est la vie, tout simplement. La langue, elle appartient à ceux qui la parlent, elle appartient aux créateurs, elle appartient à tout ça, elle appartient pas à des comités théodules qui pourraient la transformer. Donc là-dessus, moi je pense que pour le moment notre position est assez défendable. Voilà. Je voulais dire sur les enfants, moi j'en ai 3. Eh ben, il y en a 2 qui lisent et un qui ne lit pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a tout essayé, mais enfin, c'est une d'ailleurs qui ne lit pas. Bon, je crois que si on avait le secret, on le donnerait. C'est pas simple. Et on a beau prêcher par l'exemple un petit peu, en essayant de montrer aux enfants tout l'intérêt, toute la vie, toute la richesse de la lecture. Je crois qu'après, il y a des influences qui sont fortes. Et moi, là-dessus, j'ai un peu... voilà, je ne sais pas si tu as des idées plus claires. Moi, je ne les ai pas. En tout cas, j'y suis pas arrivé. Des idées même plus conservatrices, peut-être. Mais j'en ai 3 aussi. Il me semble que les écrans, pour le coup, présentent un vrai obstacle, et que l'interdiction totalitaire, pour le coup, des écrans jusqu'à un certain âge peut préserver, je pense, vraiment la lecture. Moi, pour le coup, j'en ai vraiment fait l'expérience. C'est vrai que ça demande un temps. La lecture, elle passe par des caps. C'est vrai généralement, les enfants sont très intéressés par la lecture, tout petits. Et puis, il y a la question de lire soi-même. Et puis, il y a un moment où arrive l'effort de lecture, notamment quand on arrive à une littérature un tout petit peu plus complexe. Et c'est vrai que plus ça va, plus cette littérature un peu classique, qui est essentielle pour un lecteur, parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas acquérir tout le reste. Il y a comme une sorte de rattrapage impossible après. Donc, ce socle-là, pour l'obtenir, on s'est tellement éloigné de la langue orale telle qu'on la pratique tous les jours, que ça demande un effort de plus en plus important, mais qui en même temps est une sorte d'aventure. Le fossé pour un enfant de 7, 8 ans, 9 ans aujourd'hui, de lire La Comtesse de Ségur, et pourtant, moi, je les ai vus basculer dans une sorte de plaisir énorme, mais comme si c'était de la science-fiction, quoi, quelque chose de tellement loin au départ. Et donc cet effort-là, pour le passer, c'est vrai que ça demande plusieurs caps d'attention parentale, comme ça, avec des moments d'autonomie, puis hop, recommencer à aider, réaccompagner. Donc on est très loin de l'autonomie de l'écran, qui effectivement est plus simple, plus maniable, instinctif, intuitif, ne demande pas de code. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur la question ça rejoint la question du luxe, ça rejoint la question du capital culturel. C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est devenu comme la peinture, une sorte de discipline qui demande plusieurs initiations, passer par plusieurs dynamiques d'efforts, lire au-delà de ce qu'on propose à l'école, puisqu'on propose assez peu de lecture à l'école jusqu'à un certain âge. Il y a très peu, les fiches de lecture, tout ça, ce sont des choses qui sont relativement abandonnées. Donc, effectivement, la question se pose de l'élitisme, de la protection vis-à-vis des écrans, et de l'initiation que cela requiert, même si on a toutes les bibliothèques
à disposition, qu'on peut lire gratuitement tout ce que l'on veut. Encore faut-il avoir cette habitude, ce geste, le décodage nécessaire. C'est devenu peut-être un plus gros effort. François, je sais que la lecture, c'est un de vos combats. Oui, alors pour répondre rapidement sur le premier sujet de nouveaux prénoms, et moi j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez abordé. C'est une question, et toute question est riche. Et arrêtons d'essayer d'imaginer des réponses binaires, c'est ça ou c'est pas ça. Je crois que, et Jean-Christophe, tu as évoqué l'histoire de l'usage. Il se fait qu'à Actes Sud, on vient de sortir quelque chose qui n'existait pas en France jusqu'à présent, qui est la grande grammaire du français, et qui n'est pas une grammaire normative, mais une grammaire d'usage, où on reprend tous les usages. Donc ça fait évidemment une espèce d'encyclopédie qui a pris à peu près 20 ans aux chercheurs pour la constituer, parce qu'elle a pris en compte tous les usages, et à chacun d'y aller chercher ce qu'il a envie, et d'avancer comme ça. Donc je serai assez en harmonie avec ce que vous avez dit. Et comme on posait aussi dans ce même genre de sujet la question notamment de l'écriture inclusive, pour avoir fréquenté des gens qui sont atteints de dyslexie, je me suis toujours demandé comment on traitait cette question-là avec l'écriture inclusive. Donc c'est une question que je pose, et donc je trouve que c'est terrible de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, ça, c'est pas comme ça qu'on avance. Pour ce qui est à la fois de écrire est un luxe, bien sûr que non, l'écrit est un luxe, le lire est un luxe, etc. Et la question de comment donner envie à la lecture. Il y a une chose qui est quand même stupéfiante. Quand j'étais rue de Valois, au ministère de la Culture, j'ai commandé un rapport à Sophie Marinopoulos sur l'éveil aux sensibles dès la naissance. Et elle a relevé cette chose toute simple. Son rapport était une défense de ce qu'on pourrait appeler la santé culturelle. Parce que la santé, elle passe par l'accès à la culture. Elle est essentielle. Et quand vous avez des enfants, moi j'ai eu la chance d'en accompagner 7 et 14 petits-enfants. Et aussi de vivre une expérience extraordinaire qui est de créer une école depuis 7 ans, et donc d'accompagner tout cela. Et puis aussi d'avoir été, pendant quelque temps, ministre de la Culture, avoir voulu implanter quelque chose qui, je pense, a pas mal d'effets aujourd'hui, alors qu'on m'a beaucoup critiqué à l'époque là-dessus, qui est le Pass Culture, qui est un outil d'accès à la culture aussi, parce que je l'ai souhaité dans sa forme actuelle, telle qu'une application géolocalisée qui permet de savoir où la culture se passe, qu'est-ce qui se passe, et notamment qu'est-ce qui se passe en librairie, et que ce ne soit pas un outil de consommation sur Amazon, mais un outil qui permettait d'acquérir des livres en venant les chercher en librairie. Donc toujours cette fameuse médiation. Mais pour cette question de santé culturelle, dès la naissance, regardez le carnet de santé de vos enfants. On y indique le périmètre du crâne, le combien il pèse, comment sa courbe de poids, sa courbe de centimètres. Et la question, est-ce qu'il lit? Est-ce que vous lui racontez des histoires? Comment ça va de ce côté-là? Est-ce que c'est posé dans le carnet de santé? Même pas. On ne considère pas que c'est essentiel. Or, c'est de base. L'enfant est lui-même en soi un récit. Il naît, il a des parents, il a une histoire, elle le fonde, et ce qu'il en fera sera un récit qu'il pourra ou non partager s'il a eu accès lui-même à cette capacité de l'éveil au sensible. Donc moi je reviens à cette question qui est capitale et qui est de base, c'est que la pratique d'un art, quel qu'il soit, parce que si c'est du théâtre, c'est aussi du texte, si c'est d'aller au cinéma aussi, si c'est d'aller en bibliothèque aussi, donc la coopération entre bibliothèque, librairie et école, elle est absolument essentiel, mais que ceci soit en place dès le plus jeune âge. Vous avez parlé de l'école, mais c'est vrai que c'est stupéfiant qu'on n'ait pas généralisé, par exemple, cette expérience extraordinaire de silence au lit, qu'à un moment donné, dans la journée, tout le monde s'arrête et tout le monde, les professeurs, les surveillants, tout le monde, les cantiniers, enfin je ne sais pas, tout le monde prend un livre et lit, et puis on partage. On sait bien que c'est à travers la lecture qu'on connaît l'autre, qu'on apprend de l'autre, qu'on se nourrit soi-même, qu'on partage et qu'on s'enrichit de toutes les connaissances. Donc cette question, elle est capitale pour donner le goût de la lecture. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui n'aura pas été confronté d'une manière ou d'une autre à des histoires qu'on lui aura racontées, la possibilité d'échanger à partir des histoires, qui n'aura pas envie d'y aller. Et je voulais raconter cette petite chose que j'ai constaté en allant visiter la Source, ce lieu extraordinaire que Gérard Garouste a mis en place justement dans une région très défavorisée pour essayer d'aider des jeunes qui étaient en perdition complète. Et il disait le cas de ce jeune qui vraiment, la lecture pour lui ça voulait rien dire, l'école ça voulait rien dire. Et un jour dans un tableau, il a vu des signes, c'était des mots. Et il les a regardés, il les a intégrés et il s'est mis à la lecture. On ne sait pas
où ça va se déclencher. Mais en tous les cas, ce qui est essentiel, c'est que cela soit possible d'une manière ou d'une autre, et que la pratique artistique et culturelle à l'école, elle devrait être de base tous les jours, tout le temps, et c'est ce qui donnera des élèves désireux d'apprendre et qui pourront récupérer en confiance et en responsabilité. Je fais juste une mini parenthèse en rebondissant sur ce que vous venez de dire sur le carnet de santé. Les écrans donnent naissance à beaucoup de pathologies chez les tout petits en fait. Et il y a justement les cabinets d'orthophonistes sont remplis d'enfants qui n'ont pas de pathologie au départ, qui n'ont juste pas été suffisamment stimulés à la lecture, au jeu. Le temps passé sur les écrans est un temps perdu pour le jeu qui entraîne des apprentissages, des développements neurologiques naturels chez l'enfant. Et ça entraîne un retard de lecture terrible, un retard d'apprentissage du langage. Beaucoup d'enfants rentrent à la maternelle avec un retard de langage. Et ça, c'est effectivement très déterminé socialement et dans le rapport de protection ou non aux écrans. Donc, outre la question de l'accès à la lecture, d'avoir des livres chez soi, d'avoir des parents qui parlent la langue du pays, d'avoir toutes ces questions-là qui sont déjà des questions très anciennes dans la question de l'accès à la lecture, il y a aussi cette question des écrans qui, à mon avis, est absolument centrale, dramatique, dont tous les chercheurs en fait ont commencé. Enfin, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur cette question du numérique. Et finalement, le système scolaire lui-même fournit des tablettes, il faut passer par Pronote pour regarder ses devoirs, etc. Donc en fait, tout le monde considère que tout passe par des groupes WhatsApp, donc tout le monde doit avoir un téléphone portable très tôt. Donc on va dans le sens de ce système-là, en ne se rendant pas compte qu'on n'a pas les moyens tellement d'en protéger les enfants les plus jeunes. Et le plus gros retard à la lecture et ce qui empêche la lecture, c'est clairement l'arrivée des écrans. Je pense que ça, tous les chercheurs l'ont dit, on est assez clair sur ce sujet-là. Alors je ne sais pas s'il est toujours dans la salle, il y avait le professeur Agide, ce serait bien qu'il nous éclaire là-dessus, mais j'ai cru comprendre que la question de la fréquence d'attention quand on passe d'un écran d'un à l'autre, d'une activité à l'autre, d'un site à un autre en permanence, chaque fois la capacité à retrouver la bonne fréquence de lecture, par exemple, diminue. Et donc on perd complètement la capacité d'être dans l'attention. Et ça, surtout, il ne faudrait pas d'écran jusqu'à un âge assez avancé. Ça, on le dit maintenant, jusqu'à 6 ans, à minima 3 ans, mais aucun écran. Et on l'a expérimenté. Alors nous, on a un terrain expérimental formidable avec nos petits-enfants. Et on voit bien que dans nos petits-enfants, ceux qui n'ont pas eu accès aux écrans jusqu'à un certain âge ont une soif de lecture et d'imagination absolument extraordinaire. Oui, alors moi je songe toujours en tant qu'historien du livre aux deux schémas qui marquent l'histoire de la lecture. Une histoire de la lecture qui anciennement, traditionnellement, était celle de la lecture intensive, la manducatio, ces mêmes textes qu'on relit dans un exercice individuel extrêmement concentré, qu'on relit en permanence pour en faire surgir l'intelligence. Et puis le surgissement à partir du milieu du XVIIIe siècle, c'est ce que l'historiographie a appelé la Leserevolution, le surgissement de la lecture extensive, avec le développement des périodiques, avec le développement de la classe bourgeoise aussi, et la diversification des pratiques sociales et culturelles, un écrit relativement disponible et la capacité des lecteurs, des citoyens, notamment européens, à passer très rapidement d'un texte à l'autre. Et finalement, le zapping, le passage d'un support à l'autre, l'inconstance dans la lecture est aussi une forme dévoyée et extrême de cette pratique-là. Et donc, je crois nécessaire de rappeler que la manducatio, la lecture intensive, solitaire, sur pas tant un large éventail de textes, mais 1, 2, 3 textes qui ont été choisis, qui ont été élus par le lecteur, c'est aussi un exercice dont il faut savoir apprendre le plaisir et la gloire aux enfants. Alors il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis dans la même configuration que Jean-Christophe Ruffin. L'un de mes 3 enfants manifeste une résistance, colossale, je dirais pas humiliante en tant que bibliothécaire, mais enfin, en tout cas un irrédentisme à la lecture, et voilà, dont il va falloir continuer à discuter ensemble. Pour dissocier l'écrit, on n'a jamais autant pratiqué l'écrit avec les mails, etc. Rappelez-vous, il y a 20 ans plus tôt, on était pendu au téléphone toute la journée. Aujourd'hui, les gens écrivent et lisent. Alors là, on ne parle plus des enfants, on parle plutôt des adultes. Mais
quand toute la journée vous avez travaillé sur des mails, ce que la plupart des gens aujourd'hui dans les bureaux font, quand ils rentrent chez eux, et c'est la détente, le divertissement pour eux, c'est l'écran, c'est-à-dire c'est cette facilité. C'est-à-dire que le texte concurrence le texte. Mais ce n'est pas les mêmes textes. Ça, c'est du texte gris, si je puis dire. C'est du texte professionnel, gris, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer cette charge d'une lecture rébarbative. Bon, je ne veux pas décrire le travail comme un calvaire, ce n'est pas toujours ça, mais enfin, quand même, les mails, c'est quand même quelque chose de... c'est quand même... Enfin, bref, moi, ça me... J'ai du mal, quoi. Et j'imagine, je me vois pas travailler dans un bureau comme ça toute la journée en lisant ça. J'imagine ce que ça peut être. Donc, vous voyez, une forme de texte en concurrence une autre, d'une certaine façon, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le travail, c'est pas uniquement être dans un bureau et lire des mails, heureusement. Et vous m'avez pas posé la question de ce que j'allais faire dans les... Flavie, vous êtes arrêtée Ah oui. En fait, on n'a pas dit qu'on on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est l'engagement, en fait, l'engagement notamment sur cette question d'accompagner cette transition que nous sommes en train de vivre, à la fois effectivement par les récits, mais aussi par les rencontres, les dialogues. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied, cette année sera la 3e édition de Agir pour le vivant, qui est un moment de rencontre, de sensibilisation sur toutes ces questions-là, souvent à partir des livres, et qui permettent de retourner aux livres en permanence. Et donc là, on va cette semaine à Rome sur une semaine des possibles aussi. Donc ça, c'est une question sur laquelle je vais beaucoup me concentrer ces temps-ci, et aussi de travailler avec Jean-Paul Capitani sur tout l'écosystème du domaine du possible, avec une ferme en agroécologie et une école, pour montrer qu'il y a peut-être d'autres choses possibles, et aussi parce qu'on constate qu'il y a un autre souhait. Les jeunes qui viennent travailler à la ferme sont souvent des gens qui avant étaient dans des bureaux à faire des mails, mais qui ont envie, qui ont une aspiration à d'autres métiers, ce que je pourrais appeler les métiers du vivant. Et c'est aussi pour ça que je porte à Marseille un lieu qui va être créé sur les sensibilisations à toutes ces questions-là, un lieu symbolique, muséographique, mais aussi prospectif, et un lieu qui sera un lieu de formation et d'apprentissage des métiers du vivant. Voilà, c'était juste pour dire, parce que j'avais envie de dire ça, parce que je pense que c'est aussi important de penser que pendant qu'on est là, bien confortablement ainsi, le monde bouge. Il y a des gens au Bangladesh qui sont inondés, il y a des choses catastrophiques, il y a des histoires terribles en termes de guerre et en termes de perte de démocratie, et qu'on a l'impression que tout le monde est un peu autiste là-dedans, et je trouve que sensibiliser, le seul... Hier, on était à l'Assemblée nationale avec la COFRAD, puisque c'était la journée des droits de l'enfant, et donc c'est les enfants qui sont concernés par ça, parce que c'est ce monde-là qu'ils vont habiter, et donc... Moi, à l'âge que j'ai, donc passé 70 ans, je considère que je dois mettre toute mon énergie là-dedans. Donc, je vais essayer de faire. Et peut-être qu'on peut repasser à la question, voilà, la dernière question qui était... Un livre marquant. Je voulais répondre à la dernière question, faire peut-être une petite transition sur la famille, parce que moi, je suis une grande lectrice vraiment des histoires familiales, que ce soit dans le roman ou le théâtre. Je ne vais pas vous parler de Shakespeare, que j'aime beaucoup, de Proust, mais je pense quand on parle de livres patrimoniaux ici, dans la littérature française, alors je pense aussi à la littérature du 19e siècle, la littérature allemande. Il y a un livre qui a été un livre très marquant pour moi, qui est un livre pourtant peu lu en dehors des classiques scolaires, c'est les Buddenbrock. Et finalement, l'histoire de l'évolution d'une famille... Moi, j'ai retrouvé des familles beaucoup dans les livres. C'est vrai que j'ai suivi les personnages proustiens comme ça, comme étant les miens. Les Buddenbrock font partie de ça. Il y a eu aussi, bien sûr, Naguib Mahfouz et l'impasse des deux palais. C'est cette évolution de l'Égypte à travers 3 générations, comme ça, qui a été pour moi presque des livres initiatiques, quoi, quelque chose de cet ordre-là. Et les Buddenbrock, pour moi, c'était cet effritement au fur et à mesure des générations de la fortune et ce changement de modèle, l'arrivée de la catastrophe, quoi, qui pointe à travers simplement la chemise du père de famille qui commence tout doucement à s'élimer, on la lave un jour sur 2, enfin, la fortune s'en va et on la voit à travers les vêtements qui peu à peu se transforment en oripeaux, et finalement cette plume qui raconte à travers les choses les plus ordinaires, les vêtements, les apparences, les objets, comment ce monde finalement
poussiéreux est en train de tomber et qu'avant que naisse un autre monde, il va y avoir la catastrophe. Cet ancrage-là à l'intérieur d'une même famille, à l'intérieur des individus et la fragilité qui s'installe sur le petit dernier qui peut-être est plus fragile que les autres, etc. Cette annonce crépusculaire à travers la dynamique presque utérine familiale, ça a été pour moi un moment très marquant. Et peut-être que c'est aussi une des manières d'intéresser les enfants, les jeunes générations à la littérature, c'est de retrouver une forme d'espace affectif, familial, comme on retrouve dans les personnages de séries. Finalement, les grands romans ne sont autres que des grandes séries. Depuis Homère, on n'a fait que ça, des grandes séries avec des membres d'une grande famille dans laquelle on s'inscrit en tant que lecteur. Françoise Nyssen, peut-être que vous voulez citer une œuvre marquante parmi un très grand nombre que vous avez publié. Et après, on va prendre quelques questions du public parce que le temps file. Oui, c'est compliqué parce que je suis désolée, mais là, si vous me demandez de parler d'un livre, j'ai envie de vous parler de Sidération de Richard Powers. Donc on a eu la chance d'accueillir Richard Powers dans la maison d'édition, donc c'est un peu gênant, mais c'est pas grave parce que le livre existe indépendamment, je dirais, de la maison d'édition, et ce qui est important, c'est le livre. Et Richard Powers, après l'Arbre Monde, eh bien, il raconte ces récits, et c'est des récits qui concernent les jeunes. Alors, c'est pas forcément très réjouissant, mais c'est magnifique et ça dit le monde tel qu'il est aujourd'hui, et ça ouvre à cette sensibilité-là. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller ce livre de Richard Powers, là, maintenant, comme ça, voilà. De façon spontanée, mais peut-être que dans une heure je penserai à autre chose et j'aurai envie de vous dire autre chose. Et Ahmet Altan, ce que je vous ai lu, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de transmettre parce que ce métier que nous faisons, moi je suis chimiste au départ, hein, j'aime bien la notion de catalyseur, j'aime bien l'idée qu'on permet aux choses de se faire et d'être transmises. Je crois que la transmission, c'est la chose la plus importante. Et donc, il y a tellement de choses à transmettre, c'est difficile de dire un. Mais là, je vous ai donné un titre. Voilà, comme ça. Jean-Christophe Ruffin, Yann Sordet, est-ce que vous voulez à votre tour citer un titre, même si c'est compliqué? Non, parce qu'il faudrait faire tout un... Non. Alors, de mon point de vue, c'est relativement simple. Contrairement à l'écrivain, contrairement à l'éditeur, le bibliothécaire, contrairement au libraire aussi, le bibliothécaire n'est pas spécialement prescripteur. Le bibliothécaire ne conseille pas un livre, il conseille tous les livres, absolument tous les livres. Très bon conseil. Alors, on a un petit peu de temps pour des questions du public, si vous en avez, évidemment. Madame ? Alors, bonjour. Merci beaucoup pour ce riche débat. Ma question va plutôt s'orienter vers vous, Madame la Ministre. Nous sommes connus quand vous étiez au gouvernement, sur le pass culture, justement. Je sais que vous étiez beaucoup battu là-dessus, sur la diversification et d'accessibilité à la littérature. Et il a été lancé donc au mois de juin 2019, la plateforme, et je crois que c'est un succès, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Personnellement, je suis envieuse des jeunes d'aujourd'hui parce que, comme l'a dit M. Ruffin, moi j'avais un papa qui a appris à lire et écrire sur le tard, mais moi il me donnait double d'argent de poche parce que j'achetais les livres, tellement il adorait les livres et ça m'a transmis l'amour des livres. Les jeunes, visiblement, la part, c'est 80% dans le pass culture, je crois, d'accès à la littérature, plutôt les livres que parascolaires, si j'ai bien compris. Et je voudrais savoir si vous avez un feedback en tant qu'aujourd'hui par rapport à ça, sur la diversification des achats qui ont été faits. Et juste un petit comment pour M. Sordet qui est en face. Comme vous avez compris, je suis vraiment amoureuse de littérature et des livres depuis très longtemps, depuis petite. Là, comme vous me voyez en fauteuil roulant, je vous demande humblement, please, de nous rendre accessible cette fameuse bibliothèque Mazarine que je rêve d'aller voir. Et je crois que Mazarine, si j'ai bien compris, peut-être vous allez me corriger, vous êtes historien. Mazarine, il voulait que ce soit accessible à tous. Et comme on parle pas mal de discrimination, comme vous avez parlé, et de inclusion en ce moment beaucoup, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas l'accessibilité au niveau de PMR, qu'on nous permette d'y aller. Thank you.
Alors, bon, sur le pass culture, je n'y suis plus. Je l'ai porté avec toute la conviction que cet engagement, qui était l'engagement du candidat président, avait promis. Donc l'idée, c'était à l'âge de 18 ans, pour marquer l'entrée dans l'âge adulte, de la citoyenneté adulte à 18 ans, l'idée, c'était d'offrir un chèque de 500 € pour une activité culturelle. Comme ça venait d'Italie, cette idée-là, j'ai été voir comment ça s'était passé. Et effectivement, la problématique, c'est que ça avait correspondu à beaucoup d'achats sur Amazon, tout simplement, sur les GAFA. Et je me suis dit, il faut trouver le moyen que ce ne soit pas cela. Et pour le faire, c'est pas moi qui ai eu l'idée. On a travaillé avec des jeunes, en fait. J'ai commencé à la MC 93, à Bobigny, et j'ai posé la question aux jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient envie. Et c'est comme ça que petit à petit, on a élaboré l'idée d'un outil, qui est une application géolocalisée, qui permettrait à ces jeunes d'avoir connaissance de ce qui se passait en termes de culture au plus près de chez eux, et d'avoir du coup accès à des livres. Et la grande obsession, effectivement, c'était comment faire pour que ça ne passe pas tout en numérique et tout sur ces plateformes. Donc on avait fait un couloir pour restreindre la part du numérique sur la part des 500 €. Et donc ça a fonctionné. Maintenant, ça a un peu évolué, c'est 300 € avec 200 € pour les collégiens, je crois. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais moi, ce que je voulais vraiment, ce que je pensais, c'est que ça ne devait pas être uniquement un outil qui serait avec une monétisation, mais un outil d'accès. Pour moi, c'était vraiment cette question de l'accès à la culture. Et ce que j'imaginais avec les acteurs culturels et avec les jeunes, c'est que l'ensemble des acteurs culturels d'un endroit éditorialisent ce pass culture pour dire voilà, dans l'endroit où vous êtes, la ville où vous êtes, à ce moment, ce soir, il y a une rencontre en librairie. On vous l'informe, c'est sur le pass culture. Il y a une visite d'une expo, il y a un cours de musique, il y a un cours de pratique théâtrale, il y a une troupe qui vient et qui va présenter son spectacle. Enfin, tout ça, c'était l'accès à l'idée de la culture et de la pratique. Parce qu'il y a des tas de freins à la culture, alors qu'on est un pays de cocagne pour la culture. Il y a il y a 16 000 bibliothèques au total en France, si je me souviens bien des chiffres. Enfin, on a tous accès normalement à un lieu de culture, sauf qu'on ne le sait pas. Et tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas y avoir accès. Donc c'était vraiment un des axes forts de ce pass culture. Bizarrement, pendant toute la période où on a essayé de le monter en travaillant avec des communautés de jeunes et dans différentes régions, j'étais en Guyane, j'étais à Strasbourg, dans le 93, en Bretagne, à Montpellier, enfin un peu partout, pour le lancer et l'élaborer avec eux. Et ça a été un tollé général contre ce pass culture. Et ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de voir que, enfin, en pratique, les jeunes ont l'air d'être réjouis. Et mon retour, c'est que je suis aussi libraire. Et donc, l'autre jour, à la librairie, il y a une jeune femme qui achète un livre assez ardu, je crois que c'était même un manuel de droit, et elle dit, je l'achète avec mon pass culture. Alors, je m'approche, je dis, ah bon, le pass culture? Elle me dit, ouais, c'est génial. Enfin, bon, fait vraiment dit à quel point ça lui permet d'acheter des livres. Et la libraire que j'interroge me dit, mais c'est incroyable, parce que ça a amené un nombre de jeunes incroyable en librairie qui ne venaient pas avant. Donc voilà un effet qui me réjouit de ce pass culture qu'on a proposé contre la défiance générale, parce qu'en France, il y a cela aussi, il y a cette question de la défiance permanente, et notamment qui se transcrit dans les médias. Et donc moi, j'ai beaucoup eu à être confrontée à ça, et je trouvais ça étonnant. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça existe, et que le pass culture, maintenant est partagé. Et ce que je souhaite, et j'appelle de tous mes voeux, si jamais il y a des autorités qui m'entendent, c'est que ça devienne un outil d'accès à la culture, accessible à tous, même sans le bon d'achat, mais que les gens puissent l'utiliser pour dire j'ai envie de faire quelque chose ce soir-là où je suis, parce qu'ils ne sont pas tous à Paris et qu'ils ne savent pas forcément ce qui se passe, et que la question de l'information, quand on est en dehors de Paris, elle n'est pas forcément évidente, et donc de savoir ce qui se passe en termes de culture et d'y avoir accès. Alors pour ma part, je vais essayer de vous répondre très rapidement. Cette bibliothèque Mazarine, donc, qui est un lieu, qui est un objet tout à fait exceptionnel dans le paysage patrimonial et culturel français, elle n'a pas été fondée par un seul personnage, le ministre Mazarin que vous connaissez. Elle a aussi été fondée par son acolyte, par son complice, qui était un immense savant, qui était aussi un conseiller politique et qui était un bibliothécaire. Il s'appelait Gabriel Naudet. Il a écrit un traité en 1627 de l'avis pour dresser une bibliothèque. Et il écrit,
finalement, il met en forme un discours programmatique, une vocation bibliothécaire qui nourrit encore la pratique qui est la nôtre. Et il souhaite notamment que cette bibliothèque soit, je le cite de mémoire avec quelques approximations, vous me pardonnerez, qu'elle soit accessible à n'importe quel homme de quelque condition que ce soit qui en ferait la demande. Et donc cette invention de la publicité, on va construire un objet culturel, hein, certes dans le périmètre du pouvoir au mi-temps du XVIIe siècle, mais on va inscrire au cœur de ce projet une vocation à la publicité. Eh bien, cette vocation, elle n'a jamais été oubliée. Et elle est vraiment identitaire. C'est une collection de livres rares, c'est une collection dans laquelle vous avez tous les savoirs du monde et toutes les langues du monde, mais c'est surtout une collection dont la vocation est publique. Et à ce titre, les personnes à mobilité réduite font partie de notre politique d'accueil. Il suffit de vous connecter sur le site et vous verrez comment, si vous n'avez pas la possibilité de monter les escaliers, comment accéder non seulement à l'espace, mais comment accéder également à l'ensemble de nos ressources. Donc c'est une préoccupation que nous avons inscrite. D'ailleurs, la loi nous y oblige et c'est une excellente chose, évidemment. Nous avons inscrit cette accessibilité dans nos missions. Donc elle est accessible? Oui, absolument, elle l'est. Parce qu'on m'a dit l'inverse aujourd'hui, c'est pour ça. Ah oui, alors aujourd'hui, effectivement, elle n'est pas accessible. Aujourd'hui, elle est entièrement mobilisée par les rencontres capitales. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ah, si, une dernière peut-être. Ah, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Alors, c'était plus qu'une question, c'était un petit témoignage pour les papas intervenants, puisque mon papa étant un grand dessinateur, j'ai toujours esquivé le dessin, malgré que j'ai fait des études supérieures en arts appliqués. Il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. La première, c'est peut-être que j'ai toujours voulu ouvrir mon papa sur autre chose. Il est excellent et le dessin, pour lui, c'est la vie. Et je me suis dit que peut-être que je pouvais lui montrer qu'il y avait d'autres modèles et que la vie était plus que le dessin. Et la deuxième chose, c'est peut-être une compétition aussi pour prendre ma place et me dire que pour moi, trouver ma place dans le dessin, c'est de trouver ma place dans d'autres domaines. Donc, en fait, les moments où on a pu trouver peut-être une connivence sur le dessin, c'est quand il y avait un voyage ensemble sur le dessin, mais sans de demande de sa part, qui était forcément très incessante, mais plus un accompagnement, une aventure ensemble. Voilà. Non, mais c'est un très beau témoignage parce que c'est vrai qu'on a, comme notre sujet c'était l'écrit, etc., on a qualifié la résistance à la lecture comme un manque. Mais vous avez raison de souligner que souvent, chez les enfants qui ne font pas ça, ça veut dire qu'ils font autre chose. Et peut-être qu'en effet, ils nous montrent autre chose, et ils essaient de nous amener vers autre chose, ou qui nous refusent de se mesurer à quelqu'un qui a fait ses preuves dans un domaine et qui ne veulent pas se mesurer. Donc c'est vraiment très, très, très précieux. Et je pense que ce que vous avez décrit, ça va nous aider à mieux comprendre nos enfants. Alors, je suis navrée, mais les débats s'enchaînent, donc je vais tricher encore 1 minute avec le temps, madame. Bonjour, vous m'entendez? Alors d'abord, Ah, pardon. Alors, je voudrais remercier M. Ruffin pour sa position qu'il a exprimée haut et fort sur IEL et que je trouve tout à fait défendable et pas du tout binaire, justement. Donc, merci à l'Académie et à l'expression de cette position. Moi, je reviens sur le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui était sur les mots qui nous transportent. Moi, j'ai été transportée par vos romans assez loin, puisqu'il y avait cette histoire qui vient de loin, Checkpoint, et puis je ne vais pas toutes les citer. J'aurais bien aimé avoir juste pas juste, mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose sur la transformation que peuvent opérer les mots chez les lecteurs assidus, mais aussi les lecteurs ponctuels, que ça vienne d'une expérience personnelle ou d'expériences que vous auriez pu croiser ou dont on aurait pu vous faire part dans votre vie. C'est à moi que vous parlez. Oui. À qui peut, le temps malheureusement nous est pas favorable. Ben oui, c'est ça. C'est une question très vaste et on a très peu de temps. Non, mais je crois ce que vous soulignez, parce que je ne veux pas
prononcer, j'allais dire, sur le fond, mais ce que vous soulignez, en tout cas, c'est l'importance du dialogue entre les écrivains et les lecteurs. Ça, c'est vraiment très important. C'est une des dimensions qu'on n'a pas évoquées, qui est celle des salons du livre, des rencontres en librairie, etc. Il faut que les choses soient, en tout cas, un aller-retour. C'est-à-dire que, d'abord parce que ça permet, peut-être que parfois ils en ont besoin, aux écrivains de bien se rendre compte qu'il y a quelqu'un au bout du fil. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que pour soi, mais qu'on voilà, on s'adresse à quelqu'un et que même si on n'en est pas conscient, ce quelqu'un, à l'occasion justement de ces rencontres, il apparaît devant vous et il vous parle. Il vous parle de ce qu'il a lu, de ce qu'il a ému et de ce qu'il en retient. Vous voyez, j'ai pas dit Yel. J'aurais pu. Là, ça aurait pu l'utiliser, vous voyez. Parce qu'effectivement, c'est il ou c'est elle. Mais donc, ce rapport-là, il est très, très important. Maintenant, dans son contenu, je crois que, bon, on pourra prolonger la discussion tous les deux si vous voulez, mais c'est extrêmement riche, c'est extrêmement varié, ça dépend des écrivains, ça dépend des lecteurs. Mais en tout cas, ce que ça prouve, cette relation entre les écrivains et leurs lecteurs, ce que ça prouve, c'est que quelque chose de très fort passe, c'est-à-dire passe par les mots. Et les mots ne sont pas un vecteur neutre. Et la mémoire humaine est une mémoire affective. Ce qu'on a retenu d'un livre, c'est l'émotion qu'il vous a procurée. Et c'est ça que les lecteurs échangent avec les auteurs. Donc c'est merveilleux. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est quand on a publié des livres et qu'on a rencontré ces lecteurs qu'on se rend compte que vos émotions ont pu passer et habiter quelqu'un d'autre. Et ça, c'est évidemment merveilleux. C'est un peu ce que l'extrait qu'a lu tout à l'heure Françoise. Donc voilà. Je crois que vous nous avez donné l'occasion d'une belle conclusion. Merci beaucoup et avec plaisir. Oui, une conclusion parfaite et merci à tous. En tout cas, c'était une grande joie d'animer ce débat.